L'Ukraine a tenté une percée inattendue, mais la réaction de la Russie pourrait tout changer. Découvrez ce que Vladimir Poutine vient d'annoncer. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des tensions explosives entre la Russie et l'Ukraine, notamment dans la région de Koursk. Alors que le conflit s'intensifie, la dernière tentative de l'armée ukrainienne dans cette zone semble s'être soldée par un échec selon les autorités russes. Nous vous expliquons tout, les stratégies, les réactions et ce que cela signifie pour l'avenir de la région. Développement, contexte et tentative de percée. Tout commence dans la nuit du 6 au 7 août 2024. L'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise sur Koursk, région sensible et stratégique pour Moscou. Ce secteur, inattendu pour les troupes russes, a été l'un des lieux clés où l'Ukraine a tenté de prendre l'initiative. Cependant, la défense russe a réagi avec force, et les renforts de sécurité ont immédiatement été mobilisés pour repousser cette attaque. Vladimir Poutine lui-même a supervisé la riposte en donnant des consignes précises pour protéger les zones frontalières. La réaction de Vladimir Poutine. Poutine n'a pas tardé à réagir, adressant un message clair à ses troupes et au peuple russe. Son objectif est simple, assurer une défense nationale solide et expulser les forces adverses du territoire russe. Dans ce contexte, le président russe a ordonné au ministère de la Défense, au service fédéral de sécurité et à la garde nationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer les groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens. Il a également insisté sur le renforcement des dispositifs antiterroristes pour faire face à cette attaque qu'il qualifie de provocation occidentale. Les détails stratégiques et tactiques. Les opérations en cours incluent la sécurisation des infrastructures critiques et la gestion des ressources dans les régions frontalières. Poutine a exprimé sa frustration face aux tentatives de Kiev de refuser tout dialogue pacifique et a dénoncé l'influence de l'Occident qu'il accuse de pousser l'Ukraine dans ce conflit. La tâche principale incombe bien sûr au ministère de la Défense. Repousser et expulser l'ennemi de notre territoire et, avec le service des gardes-frontières, assurer une défense solide de la frontière nationale. Le service fédéral de sécurité et la garde nationale doivent assurer la mise en place d'un régime antiterroriste et une lutte efficace contre les groupes de sabotage et de reconnaissance ennemis. Et quant à la garde nationale, ils ont leur propre mission de combat. Dans la nuit du 6 au 7 août 2024, l'armée ukrainienne a pris l'initiative de l'offensive dans un secteur inattendu par les Russes. La région de Koursk a été prise par surprise par l'armée ukrainienne. La réaction du président russe face à cette attaque vous est détaillée dans la suite de cette vidéo. En équipement nécessaire, je ne vais pas les énumérer, mais il y a la question de la logistique, la médecine, les aspects de construction, mais tout cela doit être validé avec les autorités des régions concernées. Cela suppose le soutien de la population qui a besoin de notre aide. Avant de passer au travail concrètement, quelques mots encore. Il est évident, nous voyons très bien, clairement aujourd'hui, que le régime de Kiev avait refusé nos propositions de discussion pour trouver une solution de paix, de même que ils avaient décidé de renoncer à ces possibilités de discussion, mais ils ont préféré satisfaire les demandes de leurs maîtres occidentaux qui se servent d'eux, puisque c'est l'Occident qui, par les mains des Ukrainiens, lutte contre nous et l'ennemi cherche à trouver des avantages, des atouts pour négocier. Mais de quelle discussion peut-on parler quand il s'agit de gens qui frappent indifféremment les civils, les infrastructures civiles, ou cherchent à créer des menaces pour les infrastructures nucléaires? De quoi peut-on parler avec eux? Deuxième point, ces agissements poursuivent un objectif militaire, et c'est donc d'arrêter nos troupes, notamment dans les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et dans les autres régions de Nouvelle-Russie. Pour quel résultat? Le rythme de l'avancée
des troupes russes avec les bénévoles, avec les anciens combattants, a été augmenté par 1,5 sur l'ensemble de la ligne de contact. Nos troupes continuent à avancer. Encore, un objectif de l'ennemi, c'est de semer la discorde dans notre société, effrayer la population, casser notre cohésion, notre unité nationale, c'est-à-dire de frapper sur le plan intérieur. Mais encore une fois, ici, la réponse de la population, elle est là. C'est l'adhésion de tous ceux qui sont dans le malheur à cette opération et on voit une multiplication du nombre de personnes qui veulent s'engager pour lutter les armes à la main et défendre la Russie. Le nombre de volontaires pour conclure un contrat avec le ministère de la Défense a augmenté ces derniers jours. Le régime de Kiev ne fait pas seulement un crime contre la Fédération de Russie, mais en fait, il s'est mis sur la voie de l'élimination des Ukrainiens eux-mêmes. Le peuple ukrainien qui est déjà négligé, donc les pertes en Ukraine sont dramatiques pour le peuple ukrainien, et notamment parmi les troupes, les unités les plus combatives et qui luttent sur notre frontière, sur notre territoire. L'ennemi aura une réponse proportionnée et notre mission est d'accomplir tous les objectifs que nous avons définis. Alors passons maintenant au travail et je voudrais donner la parole aux autorités régionales. Commençons par la région de Bryansk. Monsieur Poutine, bonjour. Aujourd'hui, la situation dans la région de Bryansk est stable pour l'instant. Elle est la même que celle que nous avions il y a un mois. Nous voyons, par le nombre de bombardements qui se poursuit constamment, nous avons 80 bombardements en une semaine, mais je dirais que ces derniers temps, nous constatons qu'ils sont de plus en plus en train de bombarder des civils. Et il y avait 22 bombardements le 9 août, par exemple, sur des sites civils et sur la population, sur des habitations, des autobus, des véhicules personnels. Conformément au budget, nous compensons ces pertes à la population et nos forces de l'ordre analysent la situation telle qu'elle est sur place. Nous prenons des décisions générales, mais c'est un travail que nous faisons auprès des habitants. Nous leur disons toujours qu'ils ont la possibilité d'évacuer, d'aller dans des centres de réfugiés. Pour l'instant, personne ne souhaite partir. Donc ce travail existe, il se fait. Nous sommes en contact avec tous les services et notamment les forces de l'ordre. Nous avons des centres d'accueil qui ont été mis en place et nous pouvons toujours déployer des centres d'accueil supplémentaires dans la région de Koursk et tous ces centres d'accueil ont été installés à plus de 50 kilomètres. Donc les objectifs fixés par le ministère de la Défense aujourd'hui, nous avons eu des réunions à ce sujet. Tout est prêt de notre côté et nous travaillons. Les problèmes qu'il y avait qui pouvaient être de financement, ils ont été résolus. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire ici, ce qui est important pour nous, c'est le fait, et je l'ai déjà dit, que l'ennemi va continuer à vouloir déstabiliser notre situation dans la région pour semer la discorde et déséquilibrer notre société. Et donc, dans la région de Bryansk, c'est pour l'instant calme, mais ça ne veut pas dire que cette tendance se maintiendra. Et je vous prie d'être particulièrement vigilants et de travailler avec les services de sécurité, avec l'état-major que nous mettons en place au niveau du FSB, avec le soutien de la garde nationale. Et je vous prie d'examiner toutes ces questions
de les préparer avec le ministère des situations d'urgence aussi. Donc je vous prie de prévoir toutes ces questions, tous ces problèmes qui peuvent survenir. Je vous remercie. Très bien. Entendu. Maintenant, la région de Belgorod. Bonjour, Monsieur Poutine. Chers collègues, nous avons ces derniers temps, pour la seule ville de Belgorod, pour la seule année 2024, nous avons eu des attaques avec missiles et sous-munitions. La situation s'est détériorée ces derniers temps et le nombre de bombardements, notamment de l'artillerie classique, de lance-roquettes multiples et de drones ont été considérablement augmentés. Nous voyons augmenter en 2024 le nombre de destructions, de dommages aux habitations. Nous avons plus de 30 000 habitations, maisons et appartements qui ont souffert. Nous avons malheureusement la situation le long de la frontière ne nous permet pas pour l'instant de procéder aux travaux de rénovation parce que la situation la plus dure est dans le district de Shebekino avec 80 000 habitants dans tout ce district. Donc nous avons 300 personnes qui ont été blessées, une trentaine de personnes qui ont été tuées et chaque jour nous avons entre 3 et 5 attaques essentiellement avec des canons d'artillerie et des lance-roquettes multiples et nous avons 3 ou 4 maisons abîmées par jour, généralement au niveau des fenêtres et des toits. Je n'ai pas d'informations complètes ici, mais d'après nos évaluations, nous avons une part de la population de Shebekino qui est partie et donc la situation sur le plan social est de plus en plus tendue puisque on ne peut pas donner de garantie de sécurité à la population. Donc nous avons mis en place des centres d'accueil que nous avions commencé déjà en 2023 avec 60 000 places qui avaient été mises en place et nous avons ici avec les événements de ces jours-ci, nous avons plus de 2500 personnes qui ont été relogées et plus les 10 000 déjà déplacés. Et sur votre décision, Monsieur Poutine, nous avons la possibilité aujourd'hui, au-delà de la région de Belgorod, d'hospitaliser, de traiter des personnes qui ont été soit blessées, soit privées de leur logement. Et grâce à votre décision, nous avons aujourd'hui 5500 enfants qui ont été évacués. Avec les familles, ça fait 15 000 personnes. Nous allons continuer. Et dans l'ensemble, nous avons aussi différents districts dans la région qui sont visés par les bombardements. Les problèmes sont nombreux, mais grâce à votre décision, je vous remercie, Monsieur le Président. Et ces décisions ont permis d'évacuer 12 000 personnes vers des centres d'accueil. Mais dans l'ensemble, là où il y a des bombardements quotidiens, nous voyons des menaces, la menace du rapprochement de l'hiver, et nous n'avons pas de possibilité d'utiliser le matériel spécial parce que l'ennemi le détruit. Nous n'avons pas la possibilité d'acheminer toute l'aide médicale parce qu'elle est aussi détruite par l'ennemi. Et très souvent, dans beaucoup de cas, nous n'avons pas la possibilité de restaurer l'alimentation électrique et nous comprenons qu'à l'approche de l'hiver, ça va être un problème de plus en plus important. Dans l'ensemble, la situation touche à peu près 115 000 personnes dans les zones frontalières. Concernant les décisions, ce que je voudrais demander
Récemment, il a été décidé d'accorder des allocations pour les dommages et les bombardements. Je comprends que c'est une erreur technique, mais les gens sont très inquiets. C'est les allocations pour les personnes dont les habitations ont souffert dans les zones frontalières. Et je vous demande d'augmenter au moins de 10 000 à 15 000 roubles. Et ça avait été l'objet de ma demande. S'il y a la possibilité, là où nous avons notre problème, c'est que quand une habitation est totalement détruite et que la personne a encore un crédit hypothécaire à payer, et les banques n'accordent une pause que de 6 mois seulement. Donc, évidemment, 6 mois, reconstruire une maison, un appartement, c'est pas évident. Donc, il me semblerait juste d'effacer ces dettes de crédit hypothécaire dans le cadre des programmes qui existent aujourd'hui. La situation aujourd'hui à Krasny Roga est nous sommes en contact avec tous les services de l'État et donc il y a cette situation courante que nous avons vue ce matin et j'espère que demain nous pourrons permettre aux personnes de retrouver leur logement, sauf dans 3 localités qui sont toujours visées par les bombardements. Et donc je pense que des décisions peuvent être prises dans le cadre des mesures qui avaient été prises et votre décision, M. Poutine, elle a été prise. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur Mantourov. Oui, on a parlé de ça, mais je voudrais que vous donniez un commentaire ici. Merci beaucoup. En ce qui concerne la région de Koursk, nous sommes en contact avec le gouverneur Alexei Smirnov tous les jours. Nous travaillons avec tous les services de l'État qui ont mis en place leurs états-majors. Ça concerne en premier lieu le ministère des situations d'urgence. Nous travaillons à l'évacuation de la population vers les centres d'accueil. Sur votre décision, nous avons attribué des allocations avec des paiements uniques de 10 000 roubles. Nous avons expliqué que sur les paiements qui sont assurés dans le cadre des aides, c'est 2 montants différents de 10 000 et 15 000. Nous contrôlons la situation. Nous voyons la même chose avec le réseau électrique. Il y a eu des dégradations sur les transformateurs. Et donc, nous travaillons dans ces zones où et là où c'est pas possible. Nous travaillons donc à la remise en état du réseau électrique et notamment au niveau de Kourchatov. Toutes les autres questions sont sous contrôle avec les régions et nous travaillons de façon opérationnelle. Merci. Monsieur Gladkov, vous avez soulevé la question des crédits hypothécaires. Vous pouvez répondre à cette question-là? Oui, en ce qui concerne la région de Belgorod, je peux dire que la décision a été prise par nous d'utiliser le même principe que dans la région de Koursk, avec un moratoire sur le paiement des crédits hypothécaires. Nous avons commencé à travailler là-dessus auprès des banques Sberbank, VTB, les autres institutions bancaires qui avaient accordé des crédits aux habitants de ces régions. Oui, c'est un travail à faire absolument. Donc, nous avons préparé cette solution. Nous continuons à travailler là-dessus. Et
L'interprète présente ses excuses, le son disparaît. Oui, donc Monsieur Gladkov, je vous prie de mettre ça sur le papier que nous puissions travailler dessus. La région de Koursk, Monsieur Smirnov, à vous. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues. Actuellement, la situation est relativement compliquée. Aujourd'hui, l'adversaire a 28 zones de population sous contrôle et le front mesure 90 km et 40 km de largeur. Oui, c'est... dites-nous exactement, donnez-nous s'il vous plaît pas la longueur et la largeur, mais la situation socio-économique. Donc il y a 28 localités qui, à peu près donc 2000 personnes dont nous n'avons pas de nouvelles. Outre cela, les explosions suite aux attaques sont survenues et il y a eu des explosions dues à des missiles et des drones. Donc on a enregistré 147 impacts avec une maison de 9 étages, 9 blessés il y a 2 jours et heureusement beaucoup de monde était au travail. Pour la coordination des actions, le général Nikitorov est venu le colonel Nikitorov est venu nous prêter main forte. Comme vous l'avez demandé, le travail se fait en 2 étapes. Le recensement des personnes sur place, ça c'est la première étape, dans un rayon de 200 km et dans la région de Souriensky-Kouriensky à plein. Ensuite, nous avons des régions transfrontières et une autre région. Alors, nous avons 180 000 personnes en tout. Nous avons évacué 121 000 personnes. Il y a 52 000 personnes pour qui l'évacuation est en cours. Nous avons la Jeune Garde, qui est donc un groupe de bénévoles. 53 000 places ont été libérées à Moscou et 20 000 places supplémentaires dans les autres régions. Je veux remercier bien sûr M. Sebianin de Sonnen. Ici, nous avons 2400 places de chemin de fer. Nous avons donc 7224 personnes dans les trains, dont des enfants, et il y en a 1083. Il y a des réserves. Nous préparons à Moscou 2000 places supplémentaires d'hébergement. Nous avons des psychologues également qui travaillent sur place, des services d'urgence. Nous avons également une aide juridique gratuite qui a été mise en place. Nous essayons d'offrir une aide humanitaire avec des milliers de repas par jour, avec de l'eau, 200 000 litres d'eau notamment. Il n'y a pas de problème. Nous avons beaucoup de personnel humanitaire qui travaillent sur le terrain. Pour la médecine, nous avons 1212 lits de libres et la quantité de personnel, nous avons 61 points près de la frontière. Les réserves de médicaments sont suffisantes. Nous continuons de travailler dans ce domaine et il y a 422 médecins dans la région de Koursk, 136 médecins originaires de Koursk et
840 personnels hors médecins. 121 blessés, dont 16 enfants. Pour ce qui est des informations écrites que nous envoyons à l'information, nous avons 35 000 citoyens qui se sont donc exprimés et qui ont envoyé des informations. Aujourd'hui, 2100 citoyens ont reçu une aide financière de 46 700 roubles. Aujourd'hui, ce matin, nous avons fonctionné par un système d'énumération automatique de manière à accélérer les choses et à clore cette question. Les territoires bombardés, les personnes reçoivent un certificat de logement pour être logées ailleurs. Le travail continue. On a pris, donc une décision a été prise, merci beaucoup, de moratoire de paiement des services communaux et des intérêts de crédit. Les systèmes d'urgence en cas d'accident sont mis en place avec l'ensemble des personnes. Depuis ce matin, alors, avant-hier, une brigade chargée de l'approvisionnement des victimes des bombardements est à l'œuvre. Bien sûr, il y a eu des problèmes aussi d'empoisonnement. Toutes les personnes sont vivantes, mais il y a des problèmes suite à la destruction d'un transformateur. Il y a actuellement le ministère des Finances, de la Défense a ouvert un système de logement, 90 places. Ensuite, il y a le ministère de la Construction et des Transports qui est également à l'œuvre. Outre cela, 40 km de systèmes anti-chars ont été mis en place. De même, il y a 40 points de passage qui ont été mis en place avec le travail du FSB de la Russie. Un problème et une question. Pour nous, le problème, c'est le fait qu'il n'y a pas de véritable ligne de front. Nous comprenons où se trouvent les combattants, mais l'idée est que nous devons en permanence déplacer les personnes. Nous avons 2 bénévoles qui ont disparu. Et nous avons envoyé 2000 personnes et le travail continue pour essayer de localiser l'adversaire. Pour ce qui est du paiement de 10 000 et 15 personnes, merci beaucoup. C'est très important, c'est un système de paiement important. Aujourd'hui, nous voulons travailler. Merci beaucoup en tout cas de cette décision, Monsieur le Président. Les préjudices exacts seront calculés plus tard. Nous sommes confrontés aujourd'hui au problème des localités qui ont été abandonnées, excepté par les militaires. Tout le monde ne souhaite pas partir. L'évacuation n'est pas obligatoire, c'est pourquoi les magasins continuent de fonctionner. Nous avons interdit la vente d'alcool.
Nous suivons les cas de violence. Bien sûr, il y a des dangers de vol de vêtements et autres, et de matériel. C'est pourquoi nous essayons de suivre cette question. Nous avons envoyé donc 1000 personnes pour les surveillances. Nous espérons résoudre ces questions avec Moscou. Il y a eu une demande, nous avons fait une demande de 1200 personnes supplémentaires. Je n'ai terminé avec ce rapport et je suis prêt à répondre aux questions. Les conséquences pour les civils russes. Le conflit dans la région de Koursk a des répercussions graves pour les civils. Les bombardements sur les zones résidentielles augmentent, affectant directement des milliers de personnes. Des centres d'accueil ont été ouverts pour reloger ceux qui ont perdu leur maison. Les autorités locales font de leur mieux pour garantir la sécurité des habitants. Mais la situation reste critique. Poutine a souligné l'importance de maintenir le soutien populaire pour l'effort de guerre. Les prochaines étapes et le message de Poutine. Poutine semble déterminé à poursuivre les objectifs militaires russes, malgré les défis. Il a également encouragé les volontaires à rejoindre les forces armées, affirmant que le nombre de personnes prêtes à s'engager est en constante augmentation. Cette mobilisation patriotique est, pour lui, une preuve de l'unité de la Russie face aux menaces extérieures. Pour conclure, l'échec de l'Ukraine à Koursk marque un tournant dans cette guerre. Poutine envoie un message fort, montrant qu'il est prêt à tout pour défendre les frontières russes et que la Russie ne reculera pas. Ce nouvel épisode pourrait bien intensifier les hostilités dans la région et les prochaines semaines seront cruciales pour la suite du conflit. Si vous voulez rester informé sur cette crise, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine.